bienvenue à tous les quatre. On va continuer cette discussion passionnante avec Thierry Breton. Et on dirait aujourd'hui que le monde n'a Dieu que pour Nvidia, une valorisation qui dépasse les 4500 milliards de dollars, bien devant Microsoft et Apple. Et ces géants ressemblent un peu à des rouleaux compresseurs que rien ne peut arrêter. Sauf que, au bout du bout, tout ça réside in fine sur du bien concret, des infrastructures, sans qui tout ça ne pourrait pas avoir lieu. Et d'ailleurs, j'imagine que vous avez vu hier un consortium d'investisseurs et Nvidia qui ont annoncé acquérir Align Data Centers, une transaction de 40 milliards de dollars. Donc, on voit ô combien cette question de l'infrastructure est absolument clé aujourd'hui et on en fait notre sujet ce soir. Deux enjeux devant nous, et Thierry Breton, vous avez commencé à l'aborder, cette souveraineté industrielle dans un contexte de transition énergétique et environnementale, et puis la performance et l'efficacité énergétique des data centers, ces super calculateurs avec l'explosion des besoins de calcul. Alors, je vais vous présenter notre belle table ronde. Et pareil, je vais vous demander un mot, un élément, peut-être pour mettre en appétit le public sur ce sujet des coulisses de l'IA. Yannick Paillard, vous êtes directeur commercial de Scintille Photonics. Scintille est issu du CEA et créé en 2018, basé à Grenoble. Sylvie Ménézo devait être là et elle a été empêchée aujourd'hui de voyager. Merci beaucoup d'avoir pris la relève le jour J. Un élément pour nous mettre en appétit. Je vais être assez simple. En fait, je vais reprendre les mots du CEO de Nvidia qui dit que the AI factory is the new computer. Autrement dit, les usines d'IA, ce qui sonne pas très bien en français, mais les usines d'IA sont l'ordinateur du futur. Ghislain Kaiser, vous êtes DG depuis 6 semaines de Wise Integration, fort d'une expérience de 30 ans dans le semi-conducteur, de Grenoble à la Silicon Valley. Vous avez travaillé avec les plus grands fabricants de semis dans le monde. Vous avez même vendu votre start-up à Intel, rien que ça, il y a 10 ans. Wise Integration est aussi issu du CEA, créé en 2020 et basé à Grenoble. Également, on va faire une cohorte grenobloise. C'est pas l'Élysée Biarritz, c'est l'Élysée Grenoble ce soir. Et hier, un élément, un appetizer. Je dirais un data center, une centrale nucléaire, et on arrive à la rupture énergétique de l'IA. Ça pose le sujet. Marc Fischer, vous êtes chef d'entreprise pour Vinci, un acteur évidemment majeur dans les infrastructures, et vous êtes en charge de la réalisation de data centers hyperscale clé en main. Un élément, une mise en bouche. En 2030, la consommation énergétique des data centers représentera en Europe 200 kWh par habitant contre 1200 kWh aux États-Unis. Rapport de 1 à 6, donc rien que ça. Carole Casassus, vous êtes directrice d'investissement chez Supernova Invest. Un appetizer pour nous? Au minimum, 70% des charges d'exploitation d'un data center qui est consacré à l'IA proviennent des coûts d'électricité. 70%, c'est le coût de l'électricité. Allez, on va commencer le décryptage de vos entreprises et pénétrer dans ces coulisses de l'IA. Alors, commençons par le commencement. Il y a 20 ans, quand je commençais dans le milieu de l'informatique, justement, j'étais néophyte, on me dit, Anne Fleur, un data center, c'est un radiateur dans un frigo. Ah, d'accord. Ghislain, on va essayer d'être très didactique sur la question. Qu'est-ce que l'IA vient changer à cette image de radiateur dans le frigo? Quelle est la situation actuelle et comment s'intègre Wise Integration dans ce panorama? Alors, je crois que l'IA n'a pas vraiment arrangé la situation. Et on voit qu'avec l'explosion des microprocesseurs, des processeurs graphiques, de la quantité de calculs, on parle aujourd'hui de 1000 milliards d'opérations par seconde qui sont faites dans les data centers. Tout ça, ça amène à une consommation d'énergie pour pouvoir soutenir cette évolution qui est pas tenable. Alors, pour mettre quelques chiffres en perspective, vous prenez un data center IA aujourd'hui, sa consommation d'énergie, c'est à peu près l'équivalent d'une ville comme Grenoble ou Dijon. Et tout ça, dans l'avenir, on fait un x20.
Donc d'ici 2030, on projette d'avoir les data centers en général au niveau global, au niveau mondial, vont consommer 3% d'électricité globale et 40% va être dû à l'IA, ce qui représente à peu près 50 réacteurs nucléaires. Donc tout ça, ça demande énormément d'énergie et on arrive à un point de rupture. C'est-à-dire que l'infrastructure énergétique qui existe dans les data centers aujourd'hui n'ont pas été pensées pour suivre cette cadence et cette évolution. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un data center, aujourd'hui, c'est pas très bon d'un point de vue énergétique. Faut voir, alors il y a des métriques qui sont utilisées comme le PUE, le Power Usage Effectiveness, qui mesure la quantité de puissance qui est injectée dans le data center et combien est réellement utilisé pour faire du calcul. On est 2 tiers, 1 tiers. Donc 1 tiers qui est perdu, 2 tiers qui est utilisé. Donc c'est là où on voit qu'il y a besoin d'innovation si on veut suivre en fait les évolutions de l'intelligence artificielle et les besoins, les services qui sont en train de se créer. Et c'est là qu'une société comme Wise vient améliorer l'efficacité énergétique des data centers. Alors, pour faire simple, chez soi, on a du 220 volts qui arrive, on est alternatif, et puis tout ça, ça arrive vers le téléviseur, ça alimente le téléviseur, l'ordinateur, et c'est transformé de courant alternatif en courant continu. Mais un data center, c'est un peu pareil, c'est pas du 280 volts qui rentre, c'est du 20 kV, et à la fin, on doit arriver à 1 volt ou un peu moins pour alimenter chaque processeur graphique ou microprocesseur. Et donc, il y a plein de convertisseurs d'énergie. Et ces convertisseurs d'énergie, eh ben, ils perdent énormément d'énergie. Donc nous, chez Wise, on a créé une technologie qui utilise des nouveaux matériaux semi-conducteurs, qui s'appellent des matériaux à large bande, et qui ont des meilleures propriétés que le silicium, et on les pilote intelligemment avec du logiciel pour en extraire le maximum de performance. Grâce à ça, on peut améliorer de 10% l'efficacité énergétique d'un data center, ce qui correspond au niveau global, au niveau planétaire, à peu près 2 centrales nucléaires. Alors Wise, vous permettez d'optimiser la consommation énergétique. De votre côté, Yannick, Scintille Photonics, d'ailleurs, a levé récemment 50 millions avec une participation de NVIDIA. Dites-nous, sans vous, qu'est-ce qui se passe pour NVIDIA? Ils ont investi chez vous, c'est qu'ils doivent en avoir un intérêt. Sans vous, qu'est-ce qui se passe pour NVIDIA et les autres acteurs de l'IA? Sans nous, en fait, l'efficacité énergétique qui est nécessaire pour envoyer des données sur une fibre optique, elle serait pas mieux, voire elle serait pire que ce que un câble électrique, en fait le bon vieux câble électrique, le bon vieux câble en cuivre, nous permet d'avoir aujourd'hui. Sauf que ce câble en question, ce câble en cuivre qui est utilisé partout, eh bien, il a bout de souffle, parce que ce que l'IA demande en termes de vitesse, ça passe plus dans un câble. Et donc ce que fait Scintille, c'est des puces photoniques, je vais revenir après sur ce terme, ce sont des puces photoniques qui permettent en fait de diviser par 2 l'énergie qui est nécessaire pour interconnecter un réseau de processeurs ou une grappe de processeurs qui sont utilisés dans les usines d'IA. Et ça, un peu comme Wise Integrations, si on remet ça au niveau mondial, en 2030, ça correspond à 2 centrales nucléaires de 1 gigawatt. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on est aussi intéressant et qu'est-ce qu'on apporte au marché? Donc la photonique intégrée sur silicium, c'est important d'avoir ces 3 mots, c'est la capacité à pouvoir intégrer des fonctions optiques sur une puce. Ça, c'est une technologie qui est mature, qui est en volume, qui est fabriquée dans des fonderies spécialisées, et ça s'appuie sur un écosystème industriel qui est le même que celui de la microélectronique. Ce que nous, Scintille, on apporte dans tout ça, c'est aussi de la photonique intégrée sur silicium, mais la particularité de nos technologies, c'est qu'on arrive à intégrer la source de lumière, donc des lasers, sur la même puce que la photonique intégrée sur silicium. Et ça nous permet de faire plein de choses que je ne vais pas exposer ici, mais notamment d'augmenter les performances, d'améliorer l'efficacité. Et cette technologie qui a été développée, cette technologie d'intégration des lasers
elle est possible grâce à une technologie qui a été développée au CEA-Leti, qu'on appelle une intégration hétérogène, et c'est le fruit de plus de 15 ans de recherche. Ouais, 15 ans de recherche et qui aboutit aujourd'hui à ce dont vous nous parlez. Côté Vinci, on va prendre l'architecture plus globale. Comment vous adressez, vous, l'enjeu de ce besoin de puissance de calcul exponentielle, aussi dans un contexte de transition environnementale et énergétique? Et comment ce que vous entendez de Scintille et de Wise peuvent y contribuer? Au sein de Vinci, on a commencé à construire des data centers principalement en Asie du Sud-Est, en fait. C'était il y a plus de 15 ans. Et donc, depuis 2022, on s'installe, je dirais, de manière croissante sur le marché du data center en France. Et par rapport à ça, on a un énorme besoin de développer nos capacités industrielles en France sur ce marché-là. Parce que si on veut quelque part décarboner l'industrie du data center et avoir un impact sur le changement climatique par rapport à toutes ces augmentations de puissance dues à l'IA, même si on arrive à les optimiser, elles seront quand même là. Tout data center que l'on va construire en France, quelque part, sera un puits de carbone par rapport aux data centers que l'on construira à l'étranger. Globalement, par mégawatt IT construit, on a une différence rien qu'entre nous et l'Allemagne à peu près de 3500 tonnes par mégawatt IT par an, juste par rapport à la consommation énergétique et la source de cette production électrique. Donc, de notre côté, le challenge, c'est vraiment de réussir à accompagner cette industrie du data center. Aujourd'hui, en France, on est capable de construire des data centers de 80-100 mégawatts IT. Là où aux États-Unis, ils les construisent directement à peu près 5 fois plus grand, jusqu'à 1,5 gigawatt. Notre challenge aujourd'hui, c'est de réussir à faire ça et de le faire d'une manière industrielle. Et là, en plus, on s'est aussi emmené dans un plan moyen terme, emmener également toute l'industrie quelque part pour nous accompagner dans ce challenge. Alors, je vois bien quand vous parlez de 2030, des besoins exponentiels, en fin de compte, on est au tout début du chemin, hein. Marc, vous me disiez même, aujourd'hui, quand on regardera l'histoire, on dirait qu'on est à la préhistoire. Aujourd'hui, comme tout début d'aventure, ce chemin est semé d'embûches. On va commencer par le sujet applicatif, avec vous, Carole. Est-ce que vous investissez justement dans le logiciel et particulièrement dans l'IA? Et puis c'est ce qui, in fine, intéresse tous ces usages. À quelles difficultés est confronté le marché aujourd'hui? En tant qu'investisseuse de l'autre côté du spectre, donc plutôt en applicatif, je vous avoue que le coût du calcul, donc ce qu'on appelle le compute, c'est quelque chose qu'on regarde de près. Même si on est féru de technologie, aujourd'hui on reste des VC, des investisseurs. Une entreprise, une start-up, elle doit avoir une viabilité économique. Elle doit avoir un business model. Un élément de celui-ci, c'est le prix. Je ne sais pas si certains d'entre vous, dans la salle, ont un abonnement ChatGPT ou Perplexity. C'est environ 20 €. Okay, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, quelle est la réalité économique de ce 20 €? Est-ce que ce prix il est construit sur une réalité économique? Je peux vous donner la réponse, ce n'est pas le cas. Par contre, il est construit sur une réalité stratégique d'ancrer des usages jusqu'à un certain point d'inflexion. Vous allez peut-être me dire, oui, mais mon compte ChatGPT personnel, c'est du B2C, donc de la vente aux particuliers. Les fournisseurs de LLM, eux, ils margent sur le B2B, donc la vente aux entreprises. Donc une entreprise qui va avoir un framework dans sa solution logicielle branchée à 1, 2, 3 LLM, elle va payer le prix de cette technologie, ce qu'on appelle le token. Aujourd'hui, les prix des API, le prix du token, il est connu et nous, on a fait des modélisations en interne. Dans la plupart des cas, on est persuadé que ce prix il est également déficitaire. Donc ça, c'est une information. On a des fournisseurs de LLM qui sont, pour la plupart des cas, déficitaires. Moi, je redescends d'un cran, donc en applicatif. On va prendre l'exemple d'une entreprise imaginaire qui peut arriver dans mon deal flow, une start-up d'IA qui va proposer à ses clients dans l'industrie manufacturière, par exemple, une plateforme IA dans la maintenance prédictive en temps réel. Elle va fournir les services classiques de mettre des capteurs sur toutes les machines, de récupérer des données de vitesse, température, etc. Ça, c'est des téraoctets de données. Donc, processer tout ça, ça a un prix du compute très élevé. Quand je regarde cette entreprise,
Je peux trouver l'équipe extraordinaire, le problème de marché très intéressant et la solution technologique incroyable, mais je sais qu'un de ces paramètres dans son modèle économique, elle ne le contrôle pas, elle ne contrôle pas le prix de cette technologie. Alors tout n'est pas noir, nous on continue de regarder ces sujets très attentivement. Globalement aujourd'hui le prix du token il baisse, il y a des solutions plutôt côté logiciel pour optimiser ce besoin, je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en parler au token, mais moi je suis très très attentive surtout aux innovations côté hardware parce que je pense que c'est là que viendra une maîtrise du prix, une baisse du prix de manière durable. Alors, côté infrastructure, justement, on va commencer par vous, Yannick. Quel type d'embûches rencontrez-vous là sur ce chemin? Les principales, enfin, je ne sais pas si on peut les appeler embûches, mais les freins, en fait, en tous les cas de notre développement, ça a été vraiment le poids, la taille de la société face à nos fabricants. Donc, comment peser face à des fabricants, donc ceux qui nous fabriquent les puces, donc ce qu'on appelle les fonderies, quand ces fonderies, elles croulent sous la demande et qu'elles n'ont qu'un objectif, c'est optimiser les revenus à court terme avec des gros acteurs qui leur mettent une pression d'enfer aussi, face à un potentiel de croissance plus lointain, supporté par des startups. En tant que financier, peut-être que vous feriez un choix assez rapide. Mais en tous les cas, c'est ce à quoi on est confronté. Alors, quand on a NVIDIA qui vient en tant qu'investisseur, quand nos clients sont des leaders mondiaux, ça amène de la crédibilité. Et ce qui change vraiment tout, c'est quand nos clients appellent les fournisseurs en leur disant « bon, là, il faut vraiment faire quelque chose ». Donc, on est confiant. Côté Vinci, quel obstacle vous êtes confronté là aujourd'hui dans cette préhistoire? Du côté en fait des investisseurs dans le data center, pour la partie française, un des premiers obstacles c'est l'accès à l'énergie. C'est les temps en fait, le décalage de temps entre l'accès au réseau, de réussir à obtenir la puissance électrique et le temps de développement de leur data center. Donc ça c'est la première dichotomie que l'on a et le premier, je dirais, obstacle que l'on doit passer. Ensuite il y a les questions d'acceptabilité. Le data center, comparé à... Déjà, le data center, en général, on les installe sur des friches industrielles. Ces friches industrielles, elles ont été pourvoyeuses de beaucoup d'emplois, quand les industries étaient dessus. Aujourd'hui, les data centers, donc, ils ont un petit peu ce manque de visibilité du fait qu'il y a à peu près un emploi par mégawatt IT installé, et ce qui n'est pas suffisant, bien souvent, du côté de l'acceptabilité. Par contre, si on reprend ça d'une manière globale, donc c'est un emploi, quand c'est en construction, et après, donc en termes de rénovation, ça représente aussi un emploi supplémentaire, donc on est déjà à peu près à 2 emplois par mégawatt IT, et à peu près sur un hectare, on peut déjà mettre 20 emplois. Donc c'est pas forcément énorme, mais c'est quand même non négligeable, et en plus ce sont des emplois qui sont qualifiés. Et l'autre point, c'est que je reprends un petit peu le fil de ce que je disais sur de l'industrialisation. Si on ne veut pas ressembler également aux problématiques qu'on a sur les terres rares et les mines que l'on a eu, le fait qu'on a diminué le nombre de mines sur l'Europe, qu'aujourd'hui c'est la Chine qui possède à peu près tous les terres rares, il faut que l'on ait, je dirais, nos data centers au niveau local. Et donc c'est également, je pense, pour les Français, quelque chose de vital et d'important d'avoir nos industries de demain sur nos terres. Bon, Thierry Breton, on entend beaucoup de choses là, entre des notions de souveraineté, des notions de champions européens, mais qui sont tout petits. Comment vous regardez un petit peu, comment vous écoutez là ce qui vient d'être dit par nos 4 intervenants sur les propositions de valeur, mais également sur les embûches? D'abord, ça me fait plaisir de voir que ça va durer à se faire plaisir à Étienne Klein, ce que je vais lui dire, ce que je vais dire à l'instant. Le CEA est très présent. Parce que finalement, on parle quand même beaucoup de ces matchs qui ont été faits par le CEA, en particulier à Grenoble, mais pas que. Et donc, ça montre quand même que on est en train de réussir quelque chose qui n'était pas évident et qui est aussi une force et une spécificité française, avant que d'être européenne, avec le Fraunhofer Institut en Allemagne et autres. Donc en tout cas, moi, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Bon, alors ensuite, évidemment, le bottleneck, comme on dit, hein, c'est l'énergie.
c'est l'énergie, et c'est l'énergie, l'acceptabilité, l'accessibilité, le prix. Ben là encore, lorsque j'arrive à la commission, je fais mes petits calculs, je regarde un peu ce qu'il nous faut pour 2050, pour répondre à vos besoins, pour répondre aux besoins de la transition verte, et j'en déduis que sans multiplier par 2 au moins le parc nucléaire européen, il n'y a pas d'espoir. Donc je vais dire à la Commission, je vais dire, écoutez, il faut qu'on multiplie par 2 le parc nucléaire européen. Et là, on me dit, c'était en 2020. Ah non, monsieur le commissaire, non, vous n'y pensez pas, là. Non, on ne parle plus de nucléaire. Ah non, non, ça c'est interdit. Non, on ne parle pas de nucléaire. Ah bon? Ah non, non, le nucléaire, non. Je rappelle que un certain nombre de pays avaient décidé de fermer leurs centrales nucléaires. Certains l'ont fait du reste in extremis, d'autres beaucoup plus loin. Donc je reviens avec mes équipes, je dis, bon, ben, on a un problème de sémantique. Donc on brainstorm un peu, puis je dis, bon, ben, on va appeler ça de l'énergie de transition décarbonée. Ah oui. Donc j'ai dit, bon, alors, on va maintenant parler de ce qu'il nous faut en énergie de transition décarbonée pour faire ce que c'est. Ah là, d'accord, oui. Alors, par exemple, les barrages, enfin, le nucléaire aussi. Ah non, ah oui, bon. Enfin, pour faire une long story short, comme on dit, maintenant, ça y est, on a réussi à remettre le nucléaire au goût du jour, comme quoi on peut y arriver. On peut y arriver, mais fort de cela, il y avait 3 centrales nucléaires en Allemagne. Et il y en avait 5 tranches en Belgique. Et évidemment, décidaient de fermer. C'était la coalition qui voulait ça, coalition verte, donc CDU et SPD en Allemagne. Et le vice-chancelier, Robert Habeck, numéro 2 quand même, vert, donc avait décidé de fermer les 3 centrales. Donc je vais le voir, et je lui dis, écoute Robert, pas possible, quoi, il ne faut pas fermer ces centrales. Alors, je lui dis, mot pour mot, écoute, que tu veuilles accélérer les transitions renouvelables. D'accord, ben, dans ce cas-là, moi je te propose une chose. Déconnecte tes centrales du réseau. On a regardé avec, encore une fois, les instances de régulation, la sûreté, elles peuvent fonctionner encore pendant 15 ans. Donc tu les déconnectes du réseau, comme ça peut forcer éventuellement. Mais tu gardes l'énergie pour de l'IA ou de l'hydrogène. L'hydrogène décarboné. On discute, je pousse. Je réussis à gagner 6 mois, mais la force politique l'emporte et on ferme ces 3 centrales nucléaires. Je fais la même chose en Belgique. Et là, on a la chance d'avoir une vice-première ministre belge, verte, qui m'écoute et qui me dit « ça, c'est pas bête ». Et donc, on commence à faire ça. Engie était complètement contre, hein, violemment contre, parce qu'ils avaient déjà mis dans leur modèle. Alors, je désigne personne, mais enfin, si, je les ai désignés, c'est fait. Bon, mais enfin, bon. Et finalement, on dit, bon, ben, ok, on y va. Et donc, on a sauvé les 5 centrales nucléaires belges. Comme quoi, il n'y a pas de fatalité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même une chance, nous, en Europe, c'est quand même de maîtriser cette technologie, d'avoir les savoir-faire, d'avoir des sites aussi. C'est quand même très compliqué, ce qu'on peut utiliser, sur lequel on peut remettre d'autres centrales. Il y a ensuite toutes les évolutions, avec des évolutions technologiques, plus petites, des SMR et autres. Bon. Mais en tout cas, l'Europe, on a in extremis préservé ce savoir-faire. Donc maintenant, il faut l'utiliser. Et là encore, se faire entendre. Alors, on va se tourner vers l'avenir, hein, justement. On approche de la fin de cette table ronde. Et à quoi va ressembler ce scaling forward pour chacun d'entre vous? Ghislain, à quoi va ressembler pour vous l'avenir en vous appuyant peut-être aussi sur les embûches dont vous n'avez pas encore pu nous parler? Alors, en termes d'embûches, hormis le fait qu'on est une start-up et que le terrain de jeu est international, l'écosystème en fait, dans le semi-conducteur pour la conversion d'énergie, nous, se situe en Asie, avec des sociétés que probablement vous n'avez jamais entendu parler, Delta, Chicony, Lighton, des géants là-bas, mais qui sont assez inconnus dans le système entier, et des utilisateurs finaux qui pour beaucoup, se trouvent aux États-Unis. Donc on doit jouer sur un terrain comme ça, sachant qu'en tant que start-up française, il va falloir convaincre des géants, des Nvidia et autres, de travailler avec eux. Alors, on a une chance quand même en Europe, c'est qu'on a aussi des acteurs
dominants dans le semi-conducteur et dans le semi-conducteur de puissance. On a ces microélectroniques, on a Infineon, mais on a aussi des centres de recherche comme le CEA, comme l'IMEC en Belgique. Et donc, on s'appuie là-dessus en créant des partenariats pour pouvoir aller à l'international et convaincre des géants, on n'a pas encore NVIDIA, mais on y travaille, de travailler avec nous et de leur montrer qu'en France, on a des technologies qui permettent d'améliorer la densité de puissance de 50%, ce qui est quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs. Le scaling forward pour Vinci et en l'occurrence l'ABU Data Center. Donc pour nous, c'est de réussir en fait à construire tout ce tissu industriel, que ce soit des sous-traitants, des fournisseurs, qui nous permettent de créer donc ces futurs data centers de gigawatts qui vont être faits de plus en plus à base de Lego. Et ces Lego donc, vont être bourrés de technologie, avec une technologie qui va encore s'accroître et s'accroître, avec des complexités qui vont arriver, qui seront encore supplémentaires, entre autres, pour réussir à faire une mixité entre des solutions quantiques, des solutions à refroidissement direct et du conventionnel au niveau des refroidisseurs de serveurs. Et donc, ça va être de réussir à créer des champions locaux avec un plan moyen terme qui donne une visibilité et une capacité d'investissement. Et ensuite, je dirais, chacun aussi pourra s'exporter et donc avoir aussi une pérennité au-delà des propres infrastructures qu'on pourrait faire en France. Chez Saint-Hill, en tout, vous avez déjà levé 78, on a parlé de celle de 50, mais 78, c'est quoi le scaling forward côté Saint-Hill, Nous, c'est vraiment, on est sur un ramp-up où il faut qu'on produise, il faut qu'on montre qu'on puisse délivrer en fait tout ce qu'on a développé jusqu'à maintenant dans des volumes qui sont ceux des processeurs destinés à l'IA, c'est-à-dire plusieurs millions. Et donc, si on se projette dans le futur, c'est vraiment devenir un leader de ce qu'on appelle les solutions optiques co-packagées, donc où là, on va intégrer la lumière au cœur de nos puces et au plus près des processeurs. Et si on faisait une analogie avec notre cerveau, on a des neurones, on a des connexions qui s'appellent les synapses, qui font toutes ces liaisons. Eh bien, on veut être le fournisseur de référence des synapses optiques pour les usines d'intelligence artificielle. Alors, côté Supernova Invest, j'imagine que quand on entend tout ça, c'est très enthousiasmant, très excitant. Pierre-Emmanuel nous a dit le scaling forward, notamment avec le nouveau fonds. Mais côté investissement, Carole, comment vous voyez la suite ? C'est vrai que nous, on n'est pas une start-up, quoique. Nous aussi, on grandit. On a parfois les mêmes problématiques. Non, chez Supernova Invest, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre ligne de conduite qui a été la même depuis le premier jour, de manière augmentée. C'est-à-dire mieux connecter la science avec l'industrie, créer des ponts entre les laboratoires, les startups et les industriels. C'est comme ça qu'on renforce la souveraineté, c'est comme ça qu'on bâtit des champions technologiques de demain. Chez Supernova, nous, on aime bien comprendre ce dans quoi on investit. Nous, pour le scaling forward, on va renforcer des pratiques qu'on a déjà mises en place depuis longtemps, en particulier avec l'arrivée de l'IA. Nous, on a des pôles d'expertise historique en santé, en agri-agro, en industrie, etc. Avec l'arrivée de l'IA, c'est plus que jamais le moment de faire la synergie de ces expertises. Je vais donner 2 petits exemples. On a investi dans une société qui s'appelle Glimmer. C'est copilote IA dans l'imagerie médicale, donc la rencontre de l'IA et de la santé. Je peux vous dire que quand on parle à un entrepreneur, une entrepreneuse, et qu'on connaît à la fois sa technologie, son marché, son écosystème, la conversation, elle est différente. Elle est différente au moment de l'investissement, elle est différente au moment du suivi de la participation. Deuxième sujet, sujet très bouillant en ce moment en IA, c'est tout ce qui va être physical AI, l'intégration de données de briques technologiques d'IA dans des systèmes autonomes physiques, surtout quand maintenant ils interagissent en multimodal avec le monde réel, c'est-à-dire la rencontre du texte, du son, de l'image et de la vidéo. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent, d'assez bouillant. Mais quand nous, on a investi depuis la première heure dans la robotique, dans les innovations industrielles, on peut vous dire qu'on est particulièrement armé pour adresser ce sujet.
marché. On a déjà fait un investissement dans le secteur, Anybotics, donc des chiens robots autonomes pour l'inspection d'usines. Je peux vous assurer que ce ne sera pas le dernier. Pas la dernière. Allez, je vais vous donner le tout petit dernier mot de la fin, Thierry Breton. On voit là toutes ces briques et qui préfigurent une notion de souveraineté par filière. Peut-être conclure là-dessus. Comment on l'a bâti, cette souveraineté par filière, et faire face aux géants qui nous entourent? Ce qu'on a dit tout à l'heure, je crois que tout est là, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut être sûr qu'à tous les niveaux de votre développement, vous ayez à côté de vous des super Nova qui vont vous accompagner à tous les niveaux, y compris quand vous allez chercher 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards. Et c'est ça ce qui est vraiment Bientôt. notre objectif. Bientôt, donc c'est un objectif pour vous. C'est en tout cas un objectif pour nous. C'est vraiment un objectif pour nous en Europe. C'est le combat qu'il faut mener pour que finalement, votre ambition, ça ne soit pas une exit précoce à l'ouest ou à l'est. Merci beaucoup à tous les 5.